je suis à l'origine de plusieurs projets de sciences participatives et particulièrement ceux qui s'adressent à des gens qui travaillent sur les plantes ou qui sont plus ou moins spécialistes. Et on a le bonheur de travailler avec Sébastien, qui lui est prof de SVT et qui qui travaille avec nous pour adapter les programmes de sciences participatives aux scolaires. Donc voilà pourquoi on était tous les deux et voilà pourquoi je le sens. Enfin, j'aurais bien aimé qu'il soit là parce que probablement il apportera des questions. Il aurait apporté des questions plus pertinentes, des réponses plus pertinentes à vos questions. Je ne sais pas si c'est bien la peine de revenir sur le concept de biodiversité. Moi, je suis écologue, donc les plantes, pour moi, c'est la base des chaînes trophiques. C'est des éléments essentiels aux écosystèmes qui permettent leur fonctionnement. Alors pour moi, la biodiversité, c'est toutes les espèces animales, végétales et tout le reste qui forment le tissu vivant de la planète. On ne va pas aller plus loin. Je m'intéresse beaucoup à la conservation de la biodiversité. Et quand on parle conservation de la biodiversité, on pense toujours aux espèces rares et emblématiques. Mais en fait, le problème de la biodiversité à l'heure actuelle, c'est pas seulement ces espèces-là, c'est beaucoup les espèces très communes qui forment la majorité des êtres vivants qui sont dans les écosystèmes et qui les font fonctionner. Et donc, protéger la biodiversité, c'est pas seulement protéger l'ours polaire, c'est aussi intégrer des espaces qui sont largement dédiés aux activités humaines et singulièrement les villes ou les espaces agricoles, parce que c'est eux qui constituent la plus grande partie de notre territoire et donc c'est dans ces espaces-là qu'il faut mettre en œuvre des programmes de conservation de la biodiversité. Malheureusement, ça ne suffit pas de préserver la biodiversité dans les réserves naturelles en haut des montagnes ou au cœur des forêts. Alors, les villes, c'est le territoire qui m'intéresse le plus. Les villes, comme vous pouvez vous en douter, ce sont des écosystèmes qui sont très particuliers. D'abord, par l'importance que l'espèce humaine y représente. Donc, il y a une très très forte pression des citadins. Et puis après, on sait que ces milieux sont particulièrement chauds, en tout cas en comparaison d'espaces qui sont aux alentours des villes, souvent secs, parce qu'une bonne partie de l'eau est drainée vers les rivières directement, tassés, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui passent et des véhicules, etc., pollués, riches en nitrates. Les êtres vivants autres que humains se trouvent confinés sur des superficies extrêmement restreintes et relativement isolées les unes des autres, ce qui pose des problèmes pour le fonctionnement de ces écosystèmes. Donc il y a beaucoup d'espèces qui ne peuvent pas vivre en ville, mais il y en a quand même beaucoup qui peuvent le faire et il y a pas mal de biodiversité en ville. En tout cas, il y a plus de biodiversité en ville que dans des espaces agricoles bien intensifs où là, à part l'espèce qui est cultivée, on n'a pas grand-chose d'autre. Alors, cette biodiversité, on peut se dire, après tout, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puisque les villes, c'est fait pour que les humains y vivent et y travaillent. Est-ce que la biodiversité autre, alors tout ce qui est horticole, oui, tout ce qui est animaux de compagnie, oui, on suppose que cette biodiversité-là, elle peut être avec nous, nous accompagner dans les villes. Mais il y a aussi la biodiversité sauvage. Et cette biodiversité sauvage, parfois on peut se demander si elle est bien nécessaire. Et en réalité, elle est tout à fait nécessaire. De plus en plus d'études montrent une relation très forte entre la qualité de vie des citadins, et même leur santé, et la qualité de la biodiversité dans les quartiers qu'ils habitent. Donc là, quand il s'agit de santé humaine, les gens se sentent un peu plus concernés. Et donc, c'est un argument qui est très fort en faveur de la préservation de la biodiversité en ville. En outre, on sait que la qualité de la biodiversité, et singulièrement des espaces verts, a aussi un impact très fort sur le fonctionnement de la ville. Par exemple, il modifie les îlots de chaleur. Alors actuellement, on s'en rend bien compte, les espaces où il y a des arbres, où il y a des espaces verts, ces quartiers-là ont plusieurs degrés de moins que les quartiers complètement minéraux avec uniquement des rues et des immeubles.
Les végétaux absorbent une partie des gaz à effet de serre. Alors, ils ne résolvent pas tout le problème à eux seuls, mais ils sont quand même tout à fait intéressants pour ça. Ils fournissent des espaces de récréation, donc c'est quand même plus agréable de se promener dans le jardin du Luxembourg ou dans le jardin des plantes que sur l'esplanade de la Défense, par exemple. Ils peuvent avoir une valeur culturelle, touristique. Ils fournissent des corridors aux espèces sauvages. Quand on voit la grandeur de l'agglomération parisienne, si on n'avait pas du tout d'espace végétalisé, une grande partie des espèces sauvages animales qui sont dans la ville ne pourraient pas du tout y passer et y vivre. Et puis, on sait que certains espaces verts sont utilisés pour la production alimentaire. Alors, parfois, c'est pour le plaisir, parfois, c'est carrément économiquement important. Donc, tous ces services sont fournis par la biodiversité dans les villes. Et pour autant, les citadins sont de moins en moins familiers avec la biodiversité, voire même, ils éprouvent une certaine répulsion pour certaines formes de vie sauvage. Et les chercheurs parlent d'extinction d'expériences de nature, c'est-à-dire que les gens, à partir du moment où, même quand ils sont petits, ils ne sont plus en contact avec la nature de façon fréquente, ils perdent l'habitude de côtoyer ces espèces et ils peuvent développer une phobie, que ce soit pour les araignées, les insectes en général aussi, etc. Donc, le but d'une partie de notre travail, c'est d'essayer de réconcilier un peu les citadins avec la nature qui les environne pour les sensibiliser un peu aux problématiques environnementales. Et donc, c'est un peu le projet des sciences participatives. Alors, pour vous donner des exemples sur cette extinction d'expériences de nature, c'est basé sur une étude américaine là, qui montre le temps passé dehors par les enfants de 9 à 12 ans. C'est passé de 40 minutes par jour en 97 à moins de 20 minutes par jour maintenant. Et ça, c'est une étude japonaise qui montre quelles sont les activités qui ne sont jamais réalisées par des enfants. Donc, le fait de se promener en montagne, de grimper aux arbres, de pêcher, de capturer des insectes ou d'observer des oiseaux, le fait de ne jamais le faire a augmenté énormément entre 1998 et 2009. Alors, on se demandait si l'école pouvait contribuer à reconstruire un lien à la nature. Donc, certainement, c'est votre responsabilité. Et au muséum, on a on a participé au développement de sciences participatives. Donc, on a différents programmes. Nos programmes, ils sont tous regroupés sous l'étiquette Viginature. Et il s'adresse à des observateurs plus ou moins compétents dans différents groupes taxonomiques. Et voilà, donc ici des exemples. Il y en a qui concernent les oiseaux, les escargots, les papillons, les plantes. Alors pourquoi on a développé ces projets de sciences participatives? C'est parce qu'on avait besoin de données sur des grandes échelles de temps et d'espace. Et qu'évidemment, on n'est pas très nombreux, donc d'où l'idée de s'adresser à des bénévoles, des citoyens. Et donc, un projet de sciences participatives, c'est d'abord un projet scientifique avec une question scientifique, un projet de recherche scientifique à la base. On a des chercheurs qui travaillent sur ces problématiques scientifiques et qui, avec des associations, s'adressent à des réseaux de participants. Et pour que les données soient bien comparables, ils développent un protocole qu'ils soumettent aux gens qui vont participer. Donc, les participants collectent les données et les envoient aux chercheurs et aux associations qui les accompagnent. Et en retour, donc les chercheurs analysent les données, les interprètent et renvoient l'information auprès des participants. Si bien que les participants participent, comme par définition, mais reçoivent aussi
de l'information de la part des chercheurs. Et donc, comme je le disais, l'importance du protocole est très forte parce que c'est ce qui va permettre d'avoir des données de qualité pour pouvoir les interpréter ensuite. Alors, ce programme Viginature, il s'est déployé vers les scolaires avec l'aide de Nature Paris, qui est fédérateur de tout ce qui parle de biodiversité en Île-de-France, et puis d'autres organismes que je connais moins, et puis le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Écologie. Ces programmes, qui s'appellent donc Viginature École, concernent, comme vous le voyez, 7 groupes taxonomiques. Donc un sur les escargots, un sur les plantes, un sur les insectes pollinisateurs, le spipole, des placettes à vers de terre, un sur les chiroptères, donc les chauves-souris, un sur le littoral, donc sur la côte maritime, et puis sur les oiseaux. Alors moi, je vais vous parler plus de sauvages de Maru, que je connais mieux du côté des observateurs, on va dire grand public, que du côté des scolaires. Mais en fait, les résultats sont les mêmes pour les scolaires. En fait, les données, quand elles sont identiques à celles des autres observateurs, elles sont intégrées dans notre projet. Donc au départ, l'idée était de permettre au grand public, mais particulièrement aux élèves, de connaître la nature, et dans notre cas, les plantes qu'ils côtoient quotidiennement. Et nous, ça nous permet de comprendre le fonctionnement de la biodiversité en milieu urbain. Alors le protocole a été fait de manière à être le plus simple possible pour récupérer un maximum de données. Et donc on choisit une rue ou une portion de rue, et puis on doit identifier toutes les espèces qui poussent sur le trottoir. Alors, pour l'étendre aux scolaires, on a aussi fait les sauvages de ma cour de récréation, qui permet donc aux élèves de reconnaître les espèces qui poussent dans leur cours. Et puis, donc, le principe est de reconnaître toutes les espèces et d'en envoyer la liste à travers un logiciel. Alors, pour ce qui est Viginature École, je ne l'ai pas utilisé, mais pour le grand public, c'est un logiciel qui est très convivial, qui a été développé par notre partenaire Tela Botanica, où les gens signalent sur une carte de quel point à quel point, de quelle rue ils ont fait leurs inventaires, et ils nous en envoient la liste en nous précisant si les plantes ont été trouvées au pied d'un arbre, en bas d'un mur, dans une fissure de trottoir, etc. Évidemment, on a développé tous les outils qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc, pour les petits scolaires, il y a des fiches comme ça qui sont faites, qu'ils peuvent partir avec dans la rue. On a aussi rédigé un guide qui est des plantes qu'on trouve le plus souvent dans les rues. Donc, dans 95% des cas, les plantes qui sont trouvées par les observateurs se trouvent dans notre guide. Et ce guide, il a été fait avec un langage qui n'est pas du tout spécialisé. Donc ça permet à n'importe qui n'est pas botaniste d'avoir une description des plantes qu'il voit sous ses yeux. On a aussi fait des petites clés de détermination avec la couleur des fleurs ou avec la forme des feuilles. Et ensuite, toutes ces espèces qui se trouvent sur les trottoirs, elles sont décrites et on donne aussi des petites anecdotes sur ces plantes, leurs usages, des choses comme ça, ou des données sur l'écologie des plantes. Ce qui permet aux observateurs, et en particulier aux enfants ou aux adolescents, de sentir les choses un peu plus concrètement, d'avoir peut-être de tisser une sorte de rapport affectueux avec la plante qu'ils ont sous les yeux. Alors, grâce à ce programme, on peut savoir, on peut mieux quantifier l'abondance des espèces dans les différentes villes de France. Donc, voilà un exemple des plantes qui sont les plus vues. Et moi, j'estime qu'un
un des attraits de ce programme, c'est de faire connaître les plantes qui sont notre quotidien à des gens qui les connaissent pas bien, parce que ces espèces, elles font quand même partie de la culture française ou des pays limitrophes. Et je trouve que c'est important que les enfants ou les adolescents apprennent à reconnaître des espèces aussi triviales que la pâquerette, le pissenlit ou le lierre, mais il y en a bien d'autres qui font vraiment partie de notre culture, qu'on chante parfois dans les comptines, etc. Et pour beaucoup d'enfants, ces espèces sont complètement abstraites, et pouvoir les leur montrer et les leur faire connaître, moi j'estime que c'est important. Alors, grâce aux données qu'on reçoit, on peut faire des analyses plus ou moins poussées pour essayer de comprendre de décrire la biodiversité en ville. Alors, par exemple, une des choses qui est bien connue en écologie, c'est que le nombre d'espèces qu'on va inventorier dépend de la surface qu'on inventorie. Et évidemment, les plantes des trottoirs, les trottoirs n'échappent pas à cette règle. Et par exemple, là, c'est des données qui ont été toutes les données récupérées sur toutes les années depuis qu'on fait Sauvage de Maru, c'est-à-dire 2012. Donc tous les trottoirs inventoriés nous donnent un nuage de points assez compact. Il montre qu'en fait, il y a des trottoirs qui sont très très riches, avec plus de 60 espèces par trottoir. Et puis des trottoirs qui sont très, 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 très pauvres. Alors, est-ce que c'est parce que les trottoirs sont effectivement pauvres, ou est-ce que les gens, ils ont regardé une ou deux espèces, ils nous ont envoyé les données comme ça, et finalement, on ne sait pas très bien. Néanmoins, une tendance qui semble être assez établie et assez stable sur les villes et sur toutes les villes qu'on a regardées, c'est que le nombre d'espèces augmente avec la taille du trottoir, mais qu'on arrive très vite à saturation, c'est-à-dire une fois qu'on a fait entre 100 et 200 mètres d'inventaire sur les trottoirs, on ne trouve plus de nouvelles espèces. Ensuite, quelque chose qui est intéressant pour les gestionnaires des villes, on a montré quelle différence il y avait entre des trottoirs des rues qui n'ont aucun aménagement particulier pour accueillir la flore ou la faune, et puis des trottoirs où il y a des petits espaces engazonnés, des pieds d'arbres ou des choses encore plus complexes. Et on voit qu'en aménageant correctement les rues des villes, on peut augmenter la biodiversité, on peut passer de 3-4 espèces pour 100 mètres de trottoir à peu près à 9 ou 10 espèces. Et donc, ça peut être un argument pour végétaliser nos rues. Ensuite, on a regardé s'il y avait une différence entre les centres-villes et des espaces un peu plus éloignés du centre-ville. Et donc, on voit que, évidemment, le nombre d'espèces par trottoir augmente. Ce qu'on a pris, nous, comme centre-ville, pour ce qui est des données parisiennes, c'était Notre-Dame de Paris. Et quand on s'éloigne vers la banlieue, à 10 km, on a plus d'espèces par rue qu'en centre-ville. Pas seulement pour des histoires de longueur, parce qu'on se rapporte toujours à peu près à 100 mètres de trottoir, mais parce qu'il y a des jardins autour et que les jardins envoient des graines sur les trottoirs et que les graines peuvent germer dans les petits interstices. Alors, un autre facteur qui agit très fortement sur la qualité des espèces qui se trouvent sur les trottoirs, c'est la présence d'insectes pollinisateurs. Je ne vais pas vous faire un cours sur la reproduction des plantes, mais vous savez qu'il y a des plantes autogames qui n'ont pas trop besoin de grand-chose pour se reproduire. Des plantes allogames, dont le vecteur de transport du pollen, c'est soit le vent, soit les insectes. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était cette fraction de la flore, celle qui a besoin des insectes pour être pollinisée, pour se reproduire. Parce qu'on se disait que si des trottoirs ont beaucoup d'espèces entomophiles, ça veut certainement dire qu'il y a aussi des insectes, que potentiellement il peut y avoir des oiseaux. Enfin, du coup, l'écosystème urbain dans ces rues-là, où il y a beaucoup de plantes pollinisées par les insectes, ce sont des rues où l'écosystème urbain fonctionne bien, ou fonctionne mieux. Et donc l'hypothèse, c'était, on se demandait si
en périurbain où il y a potentiellement pas mal d'insectes parce que pas mal de jardins, on a une flore plus riche en espèces entomophiles. Et effectivement, quand on passe de Notre-Dame de Paris à la banlieue, on observe sur nos trottoirs de plus en plus d'espèces pollinisées par les insectes. Voilà, donc j'arrive un peu à la fin de cet exposé. Donc la participation aux sciences participatives apporte effectivement des données aux chercheurs. Là, je vous ai montré des résultats extrêmement grossiers, mais qu'on est en train d'affiner parce qu'on a de plus en plus de données. Les données, on les reçoit par des associations, des écoles, des universités, etc., avec des données qui sont beaucoup plus intéressantes pour nous parce qu'elles ne représentent pas seulement une ou deux rues dans chaque ville, mais parfois des quartiers entiers qui sont inventoriés ou même des villes entières. À Angers, par exemple, à Blois, les données sont quasi exhaustives. Et en plus, on commence à avoir des données qui se répètent dans le temps, donc qui nous permettent de voir la dynamique de ces communautés végétales. Cette dynamique, elle nous intéresse parce que vous n'êtes pas sans savoir que les villes ne doivent plus utiliser de produits phytosanitaires sur leurs espaces publics. Et donc, les communautés végétales sont en train de changer. Et pouvoir documenter ce changement nous intéresse énormément. Donc, pour ce qui est du côté chercheur, la cause est entendue. Les sciences participatives, elles sont très intéressantes pour nous et elles sont d'autant plus intéressantes que beaucoup de monde se mobilise. Maintenant, pour ce qui est du côté observateur, alors ça nous permet, nous, de rencontrer les observateurs et de faire passer notre travail, les messages qui sont issus de notre travail. Mais est-ce que ça sensibilise vraiment le grand public aux problématiques environnementales? Alors il y a beaucoup, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas vous donner la réponse, je ne la connais pas. En fait, il y a beaucoup d'études de sciences humaines qui se penchent actuellement sur la question et qui s'adressent à tout un tas de publics, le grand public, mais aussi les scolaires. Il y a des travaux qui ont été faits à base de dessins. Donc on demande aux enfants de représenter leur maison ou leur village avant de participer à ces projets, et puis après, et en général, les premiers résultats sont tout à fait édifiants. Une fois qu'ils ont participé, ils pensent plus à montrer les plantes, les oiseaux, les papillons, etc. Mais cette quantification, moi, je ne suis pas capable de vous en parler, parce que ce n'est pas trop mon rayon. Voilà, les contacts, vous les avez sur cette diapo, donc je vous invite... Je pense que Sébastien Turpin va refaire surface un jour ou l'autre, je le souhaite pour lui. Et donc, je vous invite à regarder le site internet et toute autre façon de vous documenter en lien avec nos études. Voilà, et merci de votre attention.